Bonsoir à tous, Haftorkom. Bienvenue aux soirées digitales organisées par ADEX Training Center, qui est le centre de formation d'ADEX Technologies. Donc là, on est connecté et on attend les participants un peu plus. C'est le temps de Tarawih et le temps que tout le monde soit présent et connecté. Voilà, donc je me présente, je suis Malia Bouhalila, je suis la directrice du centre de formation ATC, ADEX Training Center. Donc ADEX Training Center est un centre de formation qui a vu le jour récemment, notamment au mois de janvier dernier. Donc nous avons innové notre centre de formation et nous nous sommes imprégnés toujours du métier que fait ADEX Technologies, donc, qui est le métier de l'IT. Donc, on a gardé les formations faites sous forme de briques technologiques que nous faisions déjà auparavant. Et, et nous essayons de les enrichir au travers de notre centre de formation aujourd'hui, qui est un centre de formation IT, mais aussi management. Donc, on fait aussi de la formation transversale et nous sommes aussi un centre de formation agréé par l'État. Voilà. Donc, nous avons une expertise quand même, on capitalise quand même une expertise dans la formation aussi depuis 11 années, de par notre savoir-faire dans le domaine IT, comme je vous l'ai dit. Et donc, nous offrons de la formation opérationnelle, de la formation académique et de la certification. Donc, ce que je veux dire par la formation opérationnelle, ça veut dire que l'on s'adapte au métier de nos clients. Donc, on peut offrir des formations selon l'existant et selon l'infrastructure existante des DSI de nos clients. Donc, on peut faire des formations sur mesure, ainsi qu'on peut aussi donner des formations académiques, notamment sur notre centre de formation qui est certifié Red Hat. Et aussi, nous venons aussi d'avoir la certification de la formation Training Center Zimbra. Voilà. Et puis aussi, vous pouvez aussi passer vos examens au travers de notre centre de certification et d'examination PersonVue. Donc voilà, ça c'est un peu une idée globale de notre métier dans la formation. Et voilà, donc nous attendons d'autres participants pour l'instant. Et aujourd'hui, donc, est la première soirée des soirées digitales ramadanesques. Donc, nous avons le plaisir et l'honneur que notre directeur général, Monsieur Allel, ouvre le bal de ces soirées digitales et de ces webinars, avec la présence aussi de Monsieur Zohair Jennen, qui est aussi le directeur technique au niveau d'Adex Technologies. La soirée ce soir, le thème sera sur le cloud et son agilité. Donc, vous aurez l'occasion d'échanger, de poser des questions, d'interagir avec nous en direct. Et j'espère que cette soirée sera fructueuse et riche en informations et que nous serons à l'attente et à la hauteur de vos espérances. Voilà. Donc, on attend juste les retardataires et nous sommes disposés à répondre. N'hésitez pas à poser les questions qu'il faut. Voilà. Alors, pour répondre à certaines questions, là déjà, on me demande où se situe notre centre de formation. Alors, notre centre de formation est situé à Ouled Fayette, donc à Bessa. Vous pouvez aussi vérifier, nous avons une page LinkedIn, donc ATC, où vous avez toutes les informations, l'adresse, le site web, le numéro de téléphone. Le site web aussi, pour information, notre site web est un site web très agile où vous trouverez tout le catalogue de formation, l'offre de service, nos produits. Vous avez aussi un moyen de chatter avec nous, de faire aussi votre devis en ligne et aussi de demander une offre et on y répondra instantanément. Voilà. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas parce que là, je suis en train de lire en même temps. Donc,
N'hésitez pas. Tout ce qui est centre de formation, n'hésitez pas à poser des questions. Donc, notre site de formation, c'est le www.adextraining.dz. Vous y trouverez le catalogue de formation qui est affiché sur toutes les pages. Vous y trouverez aussi l'historique de qui nous sommes, un petit aperçu de ce que nous faisons. Aussi, ce qui est important, c'est que sur le site web, vous trouverez aussi le planning de formation des 4 mois à venir. D'accord? Je précise que le planning qui est inscrit sur le site web est le planning des formations IT, notamment les formations transversales, c'est des formations qui sont à la carte. Voilà. Et nous pouvons aussi adapter, bien sûr, un planning spécifique IT pour nos clients. On fait dans la formation intra et inter-entreprise aussi. Voilà. Donc, notre valeur ajoutée, c'est de toujours être disposé à offrir le service formation aux clients, quelle que soit sa demande en formation. Voilà. Voilà, donc là, je laisse la parole à nos deux intervenants, donc, qui sont les principaux acteurs de cette soirée. Donc, j'ai l'honneur de vous présenter ce soir Monsieur Jawad Salim Allel, qui sera auteur de cette communication sur le cloud et qui sera assisté par Monsieur Zohel Jennan. Donc, voilà, je laisse place et je vous souhaite une excellente soirée, pleine d'informations et d'enrichissement et n'hésitez pas à poser toutes les questions. Merci bien. Bonne soirée. Alors, bonjour et bonsoir tout le monde. Saham Dalkom, Sahaf Torkom, soyez les bienvenus. Vous assistez avec nous sur les soirées technologiques d'ADEX Technologies, sponsorisées par le centre ATC, ADEX Training Center. Voilà, donc nous sommes aujourd'hui sur la thématique qu'on va faire, sur une série de webinars qui vont se faire au cours de ces jours-ci. Et c'est la première séance qu'on va avoir aujourd'hui. Donc, je me présente, c'est M. Jennan Zoher, directeur technique d'ADEX Technologies. Et à côté de moi, mon collègue et le directeur général, M. Jawad Salim Allel, qui est le gérant et général manager d'ADEX Technologies. Bien, bonsoir, Sahaf Tork Jawad. Bonsoir, Zoher. Comment ça va? Comme à tous, et merci d'être venu. Et donc, aujourd'hui, il pleut. Oui. Et donc, Inch'Allah. Donc, il pleut des nuages, donc du cloud. Oui. Donc, c'est beaucoup de choses qui vont venir, Inch'Allah. Eh ben, c'est assez pour la thématique qu'on a aujourd'hui. Exactement, Hein. exactement. Voilà, exactement. Donc, aujourd'hui, bien sûr, donc voilà, la thématique a été lancée. On va parler aujourd'hui du cloud computing. Alors, aujourd'hui, c'est tout le monde qui en parle. C'est devenu quelque chose qui est mondialement qui fait la journée, qui fait la une de tous les journaux, la une de toutes les thématiques sur le net. Et aujourd'hui, c'est la nouvelle tendance et technologie qu'on en parle aujourd'hui. Et donc, voilà, M. Jawad Allel, à côté de moi, va nous donner une idée sur ce qu'est le cloud computing. Donc, voilà, en premier lieu, je vous dis, M. Jawad Allel, c'est quoi le cloud computing? Alors, c'est une bonne question. Alors, c'est quoi le cloud computing? Le cloud computing est un mot anglais, d'abord, première des choses, qui veut dire nuage. D'abord, le cloud, c'est le nuage. Pourquoi? Parce que c'est un ensemble de systèmes d'information, de services informatiques qui sont donnés à des clients comme nous, comme vous, comme des entreprises, et où on stocke ces données, on gère des applications, on exécute des applications sans trop savoir où est-ce qu'ils sont. Et donc, le fait de ne pas savoir où est-ce qu'ils sont, donc on dit qu'ils sont dans un nuage. Ce nuage-là, c'est le cloud, par définition. Et c'est ça le principe fondamental du cloud. Alors, pour mieux cerner le cloud, il faut revenir 30 années en arrière. Avant, on se rappelait des gros systèmes, des gros ordinateurs. Tout le monde allait vers ces ordinateurs. Donc, l'ordinateur était le centre d'intérêt de tout le monde. Ensuite, il y a eu une révolution après où ça s'est décentralisé, où le PC était devenu personnel. Donc, que tout le monde allait vers l'ordinateur, c'est l'ordinateur qui est parti vers la personne et c'est devenu un ordinateur personnel. Ensuite,
Et on a eu un petit changement, qui est la nouvelle ère, c'est qu'il y a plusieurs ordinateurs qui sont autour de la personne, c'est-à-dire le smartphone, donc le téléphone, l'objet connecté, toute information. Il y a plusieurs informations qui sont autour de nous et qui sont au service, à notre service. Et on est dans ce qu'on appelle l'ère de l'ubiquitaire. L'ubiquitaire, c'est beaucoup de services de PC, d'ordinateurs connectés, de smart, tout ce qui est smartphone, smartwatch, au service. Donc, toutes ces données-là, aujourd'hui, sont connectées et donnent des données, et ces données-là sont stockées quelque part, sont stockées dans des nuages, et c'est là un peu cette révolution de gauche. Donc, le premier qui avait introduit l'histoire du cloud, c'était Amazon. Amazon avait commencé à faire de la vente en ligne, a commencé à offrir des services sur son cloud et avait commencé par du commerce, et tout ça a fait la naissance de ce cloud-là, du concept du cloud. Et avant, il existait avant en 2000, mais ce n'était pas aussi concret, mais en 2005-2006, la notion de cloud a explosé et c'est devenu carrément une adoption en termes mondiaux de ce que c'est qu'un cloud. Maintenant, pour aller un peu plus loin, qu'est-ce que ça veut dire un cloud? Un cloud, c'est très simple. C'est offrir des serveurs comme du service, du stockage comme du service, du réseau comme du service. Un exemple simple, vous avez tous ceux qui ont un compte email, que ce soit Yahoo, Gmail, pour ne pas les citer, etc. On ne soucie pas de où est-ce que nos données sont stockées. On rentre sur le web, on fait notre username, password et on a nos emails. On a nos photos qui sont quelque part sauvegardées, mis en place. Mais est-ce qu'on soucie réellement, exactement, où est-ce qu'ils sont ces photos? Ils sont dans le cloud. Donc, ils offrent du stockage comme étant du service. C'est du service qu'on vous offre. Et il y a plusieurs gamers, il y a plusieurs logiciels de jeux aujourd'hui qui sont connectés à des serveurs, qui se connectent. Oui. Ils ne se disent pas où est-ce qu'ils... Ah, je me connecte à un serveur. Donc, ce serveur-là est un serveur. Donc, il est dans le cloud. C'est ça le principe du cloud, c'est avoir de la ressource informatique pour un service que nous voulons. Et la notion de service est importante parce que on a besoin d'un service infini, on a besoin de jouer, on a besoin de calculer, on a besoin d'une information, on a besoin de rentrer des données, d'avoir des résultats. Mais on ne soucie pas de tout ce qui est infrastructure derrière cette information que nous recevons, ce service. Et c'est ça toute la notion et la dimension du cloud. Très bien. Il n'y a pas mieux une bonne introduction et définition du cloud. Voilà. Donc, on vous remercie pour la définition. Alors, je vous ai entendu dire offrir des services, offrir des services. Aujourd'hui, je me pose une question. Quels sont les différents types de services que propose le cloud? Aujourd'hui, il y a un cloud. On fait quoi avec? Qu'est-ce que va nous offrir le cloud? Quels sont les différents types que va offrir le cloud? Alors, avant d'aller sur les différents services comme le cloud, il faut se dire qu'il y a trois types de cloud. Il y a le cloud public. Le cloud public, c'est vous rentrez sur Google, vous rentrez sur un moteur de recherche, vous trouvez de l'information, vous rentrez sur Wikipédia, vous trouvez de l'information. Ça, c'est un cloud public, accessible à tout le monde, etc. Bien sûr, le seul moyen d'accéder à ce cloud, c'est une connexion Internet. Il y a le cloud privé. Le cloud privé, c'est quoi? C'est que vous êtes dans une entreprise, mais vous accédez à des données de l'entreprise. À ce moment-là, vous accédez à des données d'un réseau privé. Vous n'allez pas sur Internet pour accéder à cette entreprise, mais vous accédez à une donnée privée. Et vous ne pouvez pas accéder de l'extérieur comme étant une personne qui n'est pas membre à des données de l'entreprise. Et il y a la troisième définition, c'est ce qu'on appelle les clouds hybrides ou les clouds mixtes. C'est à la fois des réseaux privés en même temps qui sont connectés à des réseaux publics. Et à ce moment-là, c'est un hybride entre deux clouds. Voilà les trois grands types de clouds. Maintenant, la plus grande offre de service, on est sur le cloud, il faut être d'une manière très ludique. Vous avez grosso modo trois grandes lignes de cloud. Vous avez le IaaS, le PaaS et le SaaS. Pour être plus clair, vous avez l'infrastructure as a service, vous avez la plateforme as a service et vous avez le software as a service. Commençons par le premier. Le premier, c'est je veux un serveur, mais je n'ai pas les moyens de me l'acheter. Et souvent, les développeurs du web sont là
ils veulent toujours avoir des serveurs pour créer des sites web. Donc, qu'est-ce qu'ils vont? Ils vont louer des sites web, louer des serveurs pour mettre en place leurs infrastructures. Donc, ils ne vont louer que des serveurs et ils ne vont pas louer autre chose. Ils vont louer du stockage, mais ils ne vont pas louer autre chose. Ils vont louer du réseau et tout ça. C'est ce qu'on appelle de l'infrastructure. Et la notion de l'infrastructure, comme dans le bâtiment, l'infrastructure, c'est quoi? C'est le bâtiment. Donc ensuite, c'est les grands piliers, c'est les dalles, c'est les murs, c'est tout ça, c'est ça l'infrastructure. Et là, si on l'assimile ça à l'informatique, l'infrastructure, c'est tout ce qui est machine, tout ce qui est stockage et tout ce qui est réseau. Donc c'est ça l'infrastructure. La deuxième, c'est la plateforme as a service. Alors, la plateforme as a service, c'est que je suis un développeur web ou bien je suis un développeur de logiciels et j'ai besoin de serveurs, mais en plus j'ai besoin de serveurs, j'ai besoin de systèmes d'exploitation qui va tourner dessus, j'ai besoin d'une base de données, j'ai besoin de tout ça pour pouvoir, j'ai besoin d'un conteneur pour développer mon application. Donc je vais louer toute cette plateforme pour mettre en place mon logiciel. Si on revient à un truc similaire, c'est comme si que j'allais aujourd'hui avoir un appartement dans un building, mais qui n'est pas équipé. Mais vous trouvez la salle de bain, vous trouvez tout, tout est fait, le carrelage mis en place, vous allez rentrer avec vos meubles, vos tables, etc. pour vous y habiter. Donc vous avez besoin d'un appartement qui est vide. C'est ça la notion de la plateforme, juste pour faire la notion de la métaphore. Et vous avez la troisième offre qui est le software as a service. Le software as a service, c'est que vous avez besoin d'un CRM, mais vous avez besoin d'un logiciel de collaboration, un Office 365. Vous avez besoin d'un jeu en ligne que vous allez jouer. Donc, vous allez utiliser un logiciel as a service. Et donc, le SaaS, c'est généralement la demande qui a explosé le plus, parce que c'était en 2001-2000, c'est les sites de e-commerce. Malgré les sites de e-commerce, c'est quand même du software as a service. La collaboration, le Gmail, le Yahoo, c'est du software as a service. Tout ce qui est applicatif. Donc ça, c'est le software as a service. Donc voilà les grandes lignes qu'offre aujourd'hui le cloud. Bon, bien sûr, maintenant, il y a d'autres services, il y a le desktop as a service, on en reviendra sur ça, on en parlera. Mais les plus grands axes sur l'offre de service, c'est l'infrastructure as a service, la plateforme as a service et le software as a service. Très bien. Ben, voilà, là, on connaît mieux qu'est-ce qu'on peut faire par un cloud, ce que peut nous offrir un cloud. Donc, une multitude de services. Donc, aujourd'hui, voilà, on parle beaucoup du cloud. Ça commence à être banalisé, ça commence à être partagé. C'est tout le monde qui sait, qui parle du cloud, des services du cloud que vous venez de citer aujourd'hui. Mais ce n'était pas le cas avant. Le cloud était quelque chose qui n'était pas vraiment connu à monsieur tout le monde. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le basculement vers tout ce qui est cloud, solutions cloud. Les entreprises et les particuliers commencent à aller vers les solutions et les services cloud que vous venez de citer aujourd'hui. Qu'est-ce qui a causé ça? Qu'est-ce qui a poussé à ce basculement vers le cloud et de le rendre de façon le banaliser? Voilà. Alors, je vais revenir à ce que j'avais dit auparavant, revenir 30 ans en arrière. Avant, les grands ordinateurs étaient situés dans des grandes pièces et on venait tous dans ces pièces-là et faire des calculs sur ces pièces qu'on appelle les grands ordinateurs. Pourquoi on avait tout ça? Pourquoi? Parce que la connexion que nous avions aujourd'hui à ces grands ordinateurs n'était pas disponible, ou était très très faible, c'était en débit de kilooctets. Donc les gens venaient se connecter, et même s'il y avait des connexions assez existantes, mais c'était des connexions faibles. Ensuite, quand il y a eu l'avènement du PC et du serveur délocalisé, on a commencé à avoir les réseaux LAN, 10 mégabits, 100 mégabits, etc. Et on a commencé à avoir des PC chez soi avec des serveurs délocalisés. Donc, on est passé d'un mode centralisé à un mode décentralisé. Ensuite, quand il y a eu l'avènement de l'Internet, du web, et surtout de la connectivité, de l'augmentation des débits, donc on est passé à des débits qui étaient les débits locaux, à des débits Internet qui étaient très grands. On avait du 10 mégabits, du 100 mégabits, du gigabit. Donc la connectivité était grande. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on est revenu à un modèle centralisé. En fait, c'est des yo-yo, hein? Centralisé, décentralisé, recentralisé.
Donc, avec, bien sûr, une connectivité plus grande qui nous donnait cette puissance de calcul. Et c'est ça le plus intéressant, parce que la tendance du cloud aujourd'hui, c'est une tendance qui est mondiale. Pourquoi? Parce que si vous essayez d'avoir des serveurs à votre niveau ou des data centers à votre niveau, qu'est-ce qui se passe? Vous allez construire le data center. Vous allez construire l'environnement de reste, c'est-à-dire la climatisation, c'est-à-dire la sécurité, c'est-à-dire l'antivol, l'antifeu, tout ce qui est autour et qui, aujourd'hui, qui est très onéreux et très, très coûteux. Alors, construire un data center dans une entreprise relève un peu, c'est très onéreux. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a des gens qui mutualisent, qui construisent des data centers pour les autres. On dit, écoutez, c'est pas la peine d'investir sur des data centers, ni sur des serveurs. Nous, on va faire tout ça. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va vous louer ces espaces, tout en vous donnant une très bonne connectivité, tout en veillant nuit et jour sur vos data centers. On va mutualiser, c'est-à-dire que nous aurions une équipe qui va veiller sur le data center, qui va être mutualisée sur plusieurs, des centaines, des milliers de clients qui, au fait, in fine, ne vont payer qu'un petit coût, au lieu d'avoir un gros coût. Alors, imaginez, vous avez un responsable de la sécurité en permanence, vous avez une équipe de l'infrastructure qui surveille, un monitoring, et tout ça, vous ne faites même pas, vous ne les recrutez même pas, vous les sous-traitez, et vous les sous-traitez à moindre coût. Donc, la tendance du cloud est devenue une tendance mondiale parce que les entreprises ont commencé à voir la transformation du CAPEX, qui est l'investissement, vers l'OPEX, qui est le coût des opérations, qui devenait moins cher. Donc, au lieu d'investir des masses d'argent au départ, ils vont juste investir des petites sommes en location et ils vont avoir le même résultat. Beaucoup de sociétés dans les technologies, à l'exemple d'Amazon, à l'exemple de Google, à l'exemple de Microsoft, à l'exemple de tous les GAFA, les grands, ont vite compris ce challenge et ont commencé à mettre en place les clouds. Alors, pour ceux qui ne désiraient pas aller vers le cloud, ben, le processus est devenu simple. Et tout le monde connaît l'histoire, celui qui n'a pas un Office à la maison, un Word, un Excel, etc., c'est une situation de monopole. Tout le monde a l'Office chez eux. Avant, on achetait de l'Office, on le plaçait dans notre PC. Avant, on faisait de la messagerie, on avait notre serveur, on faisait la messagerie. Paf, Microsoft décide de ne plus vendre Office. Il l'a nommé Office 365. Office 365, c'est un Office qui est en ligne. Vous achetez la licence et le serveur d'Office 365, il est délocalisé dans le cloud de Microsoft. En SaaS. En SaaS. Exactement. Donc, on nous pousse, malgré nous, à pouvoir adopter le cloud. Et une fois qu'on le teste, il devient magnifique. Ah, on ne loue que des licences Office, on ne les achète plus. Donc, le coût, avant, on payait une licence d'Office à 35 000 dinars, 40 000 dinars Office. Maintenant, on loue une licence d'Office à moins de 10 000 dinars l'an. Et on a toujours l'excellente version, la meilleure version chaque année, chaque année. On n'est pas obligé d'acheter un autre Office, acheter un autre Office. Donc, par définition, les gens poussent les entreprises à aller vers le cloud. Donc, et là, il n'y a pas que ça. Les utilisateurs, le commun du mortel, comme toi, comme moi, comme mes enfants, comme tes enfants, comme Malia aussi, Oui. quand vous achetez tous un Android, qu'est-ce qui se passe? Ou un iPhone, qu'est-ce qui se passe? Et dès que vous le configurez, on vous demande un compte email. Oui. Généralement, Android vous demande est-ce que vous avez un compte Gmail. Oui. Même si vous ne l'avez pas, vous le créez. Donc, qu'est-ce qui se passe? En le créant, vous avez un compte Gmail sur un cloud. Du coup, vous avez un Drive qui se met en place, le Google Drive. Du coup, vos photos que vous prenez sur votre smartphone, vous les stockez sur ce Drive. Quand vous savez quelque part, vous les mettez dans un cloud. Et vous allez vous retrouver que toutes vos photos de famille, les photos de souvenirs, etc., vous allez prendre des photos, vous allez dire, ah, je vais me les mettre dans le cloud parce que si jamais on me vole mon portable, au moins je retrouve mes photos. Exactement. Donc, toute votre vie, vos photos, vos documents, vous allez les mettre dans le cloud de Google. Donc, on devient par définition utilisateur de cloud sans nous rendre compte. Et on saura
dans 2, 3 ans, 5 ans, 6 ans qu'on ne pourra plus se passer du cloud parce que même à la maison, vous allez avoir des frigos connectés à des objets qui vont vous dire combien il vous manque de lait par jour pour aller acheter. Ça, c'est le futur. Mais ces données-là vont être stockées sur un cloud parce qu'il s'est connecté. On commence à l'avoir. Qui n'a pas de démo à la maison? C'est tout le monde qui en a. Et dites-moi, les démos aujourd'hui, les décrypter, il faut les flasher, il faut connecter un abonnement à un serveur, les mises à jour. Ils sont où ces mises à jour? Ils sont dans des serveurs. Donc, nous sommes en train d'utiliser le cloud sans que le sache, voilà. Et aujourd'hui, le point important dans cette situation, c'est la connexion Internet. Le cloud sans Internet n'existe pas. Si on n'a pas une connexion, c'est comme si on nous a enlevé l'eau à la maison. Ça commence à être vital, hein, et l'électricité. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'adoption du cloud est devenue un phénomène mondial. Dans les autres pays du monde, en Europe, aux États-Unis, en Chine, un peu partout dans le monde, l'adoption du cloud, elle est systématique, elle est native. Les gens ne peuvent plus vivre sans le cloud. Donc, c'est une tendance mondiale qui touche tout le monde. Et nous, on n'est pas à l'abri de ça. Voilà. Merci, merci. Donc, je voulais juste savoir par rapport à aujourd'hui, le cloud offre beaucoup de services. Il commence à avoir de l'effet sur la communauté et tout ce qui est pour entreprises et particuliers. Mais souvent, les gens, qu'est-ce qu'ils cherchent comme solution? Ils cherchent de l'agilité, la flexibilité. Quel est le cloud dans ce contexte? Quel est ce que nous offre aujourd'hui le cloud comme agilité, comme flexibilité aujourd'hui? Alors, juste pour vous donner avant d'aller vers ta question, j'avais recensé dans une dernière conférence les grandes tendances du cloud en 2021. OK. Il ne faut pas oublier qu'on est toujours dans la pandémie du Covid-19. Et jamais le cloud n'a été aussi salvateur de cette situation. Pourquoi? Parce que le télétravail. Oui. D'accord. Les gens ont travaillé à distance. Le commerce en ligne a explosé. Bref, tout ce qu'on n'avait plus dans le monde physique, on l'a retrouvé dans le monde virtuel. Et ça, c'est grâce au cloud. Alors, le cloud, surtout dans cette pandémie de Covid-19, est devenu l'aspect essentiel du quotidien de chaque individu. Alors, donc, juste avant de parler d'agilité, je vais vous donner une tendance. Tous les DSI pratiquement du monde entier, d'accord, vont vers l'adoption directe du cloud. Donc, la tendance de l'abandon du lift and shift. Je fais le quick win. Oui. Donc, la culture du cloud est devenue ancrée dans les entreprises. Alors, la tendance du cloud native, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai une application que je dois faire tourner dans mon entreprise. Je ne cherche plus à acheter des serveurs ou des PC. Je vais directement sur un cloud la mettre en place parce que j'ai besoin de résultats immédiats. D'accord? Les projets que j'entame dans l'entreprise, même chez moi à la maison, même des projets de formation, même des projets de lab, directement, je vais vers le cloud pour avoir de la ressource informatique qui me permet d'avoir les résultats nécessaires. Alors, le cost, j'achète un serveur, là je le loue à 10 000 dinars. Je préfère louer à 10 000 dinars. C'est comme si on achetait une voiture ou là on louait une voiture. Mais sauf que le cloud est beaucoup plus moins cher. Donc la culture du cloud est devenue une culture qui est vraiment une culture qui est recherchée partout dans le monde. Il y a le principe aujourd'hui de ce qu'on appelle les fonctions. J'ai besoin que d'une seule fonction, d'accord, dans le cloud.
certains les développeurs le font, ils ont besoin d'une fonctionnalité d'un API, de ceci. Donc, je vais la chercher, je reviens sur le cloud, et je trouve sur le cloud. Pourquoi je me cassais la tête à pouvoir l'implémenter, la mettre en place? Les grands éditeurs, euh, les grands éditeurs commencent à avoir des jumelages de cloud. Par exemple, j'ai la tendance où j'ai fait des acteurs VMware avec Amazon, donc Microsoft avec Oracle. Tout le monde commence à converger vers cette. Et vous avez la notion de desktop as a service. Aujourd'hui, j'ai parlé du smartphone. Si on me vend mon smartphone, si on me vole mon smartphone, mes images sont sauvegardées dans mon cloud. Maintenant, c'est pire. C'est mon PC, mon ordinateur. L'image de mon ordinateur, je la sauvegarde sur le cloud. Le desktop as a service. Donc, je vais loguer mon username et password dans un autre PC, je vais trouver mon nom là où j'ai installé mes fichiers sur mon desktop, comme il était là où j'étais. Il y a juste un terminal, carrément. Exactement, et les terminaux. Et vous avez la partie sécurité qui est très importante. Donc, tout ça font quelque part, il y a les grandes tendances. Il y en a beaucoup, les grandes tendances. Je pense que si je vais les aborder, on ne va pas terminer sur cette question. Donc là, je reviens à l'agilité. L'agilité aujourd'hui, je suis un DSI. Okay. Et comme vous le savez, en Algérie, on a un très gros programme de digitalisation. Le numérique, Rahmana, est devenu aujourd'hui un axe principal. Et on veut des résultats immédiats. Vous savez que l'équipement en Algérie coûte très très cher. Ouais. L'équipement, pour ramener l'équipement, c'est 90 jours, 120 jours, 180 jours. Et les délais et les coûts. Hein. Les appels d'offres, une année, 2 ans. Alors que j'ai besoin d'un résultat immédiat. Donc, beaucoup de DSI disent, écoutez, moi, pourquoi je me casse la tête? Il y a des fournisseurs, des clouds, des hébergeurs en Algérie. Donc, je vais directement demander une infrastructure immédiate qu'on clique, pour ça l'agilité, et qu'on clique et qu'on essaye de provisionner cette infrastructure. Très rapide. Je sais que je vais avoir 10 utilisateurs demain, mais aujourd'hui, mais je vais avoir 100 demain. Je vais peut-être avoir 10 000 à la fin de l'année. Est-ce que je vais acheter une infrastructure pour 10 000 ou là pour 20 000 ou là, je vais commencer à acheter petit à petit. Mais le problème, c'est quand on achète, ici c'est 180 jours, 120 jours, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va acheter pour 10 000. Donc on va gaspiller de l'argent. Alors que si on va dans un cloud, regarde des choses. Créer un serveur, redoit créer un deuxième serveur. Qui qu'on a un bzaf, me crée un deuxième serveur. Donc je vais payer 10 utilisateurs aujourd'hui, 100 utilisateurs dans 2 mois, peut-être pour 10 000 utilisateurs dans une année, mais je vais payer agilement. Je ne connais pas la charge, donc au fur et à mesure, je vais augmenter mes ressources en fonction. Donc cette agilité que j'ai à pouvoir provisionner de la ressource IT est très importante pour mes projets. Donc, et à la fois, ça me permet d'être très cost-effectif. Je ne vais pas gaspiller autant d'argent pour une solution que je ne connais pas encore son comportement, mais son influence, et on va dans cette agilité. Maintenant, les gens me diront, oui, mais on parle de sécurité. Oui. Comment on va? Mais sachez que les clouds aujourd'hui, quand ils sont montés sur des plateformes, sont des clouds qui sont sécurisés avec toutes les normes de sécurité, qui obéissent à des normes de sécurité. Là, j'aborde un sujet un peu précis parce que les clouds qui sont en Algérie sont soumis à une réglementation. Mais pas qu'en Algérie, partout ailleurs. Vous allez en Europe, ils sont soumis à une réglementation. Parmi les réglementations, c'est la réglementation de sécurité. Et ils doivent implémenter des couches de sécurité de telle façon à ce que les données des gens hébergés doivent être sauvegardées, protégées. Maintenant, cette sécurité qui l'hébergeur doit la mettre en place ne dédouane pas l'utilisateur de la responsabilité qu'il a à la bonne utilisation de sa donnée. Et donc, aujourd'hui, l'exemple type qu'on donne sur un tremblement de terre sur un data center, si aujourd'hui quelqu'un loue un serveur dans un data center, il n'a pas loué le backup dans un autre, s'il y a un tremblement de terre, c'est comme si le tremblement de terre était chez lui, et il désastre, et il ne peut pas récupérer ses données. Maintenant, il faut un minimum de sécurité à mettre en place et des process, parce que ceci ne dédouane pas aux autres utilisateurs de penser
comment avoir des backups. D'accord? Voilà. Déjà, le backup, aujourd'hui, je crois qu'il est parmi les services. Hein, le backup Parmi as a les services, service. bien sûr, il y a le backup as a service qu'offre un peu les clouds. Donc, Mais pour revenir à l'agilité, les clouds aujourd'hui sont un facteur d'agilité important pour les projets, pour les DSI, pour les projets de système d'information de l'entreprise. Et là, par quoi? Par l'allocation de la ressource au besoin. Donc, je ne vais pas dimensionner une infrastructure énorme pour une utilisation petite où je vais avoir un maximum dans 2 ans, 3 ans. Donc, je loue selon le besoin et je l'augmente agilement. Il suffit d'un clic, il suffit d'une commande. Du jour au lendemain, on augmente le débit, on augmente les serveurs, la scalabilité, tout ça, et se met en simple clic. Et cette agilité aujourd'hui, on la retrouve au niveau du cloud, et c'est l'un des principaux facteurs qui poussent les DSI à aller vers du cloud nativement. Vous dites qu'il y a certains DSI, ils ont un peu peur. C'est mes données quand même. Je ne vais pas les donner à quelqu'un d'autre. La question que je vous pose, quand vous avez votre argent, vous mettez dans la banque, est-ce que votre argent, c'est aussi le vôtre ou vous mettez dans une banque? C'est le même principe. On est dans les banques de données au lieu d'être dans les banques d'argent. Donc, les systèmes de sécurité obéissent à des normes et ces normes-là sont mises en place. Maintenant, vous me dites, il y a toujours, parce qu'ailleurs dans le monde, la culture des clouds est facilement adoptée. Ici, chez nous, c'est le quick win. Je fais un petit truc, je l'essaie sur le cloud, ça marche, je sais un deuxième. Ou bien je mets chez moi, ensuite je le shift sur le cloud, etc. C'est ce qu'on appelle la mesure prudentielle. Cela n'empêche que c'est aussi une méthode, mais cette méthode, moi ce que je conseille au DSI, c'est d'être nativement. Maintenant, l'Algérie, à travers l'agence de régulation de la FPCE, qui est l'autorité de régulation des postes, des communications électroniques et de la poste, est une autorité qui dépend du président de la République, qui veille à ce que les normes de sécurité soient appliquées, qui donne l'autorisation à des hébergeurs d'activer. Il suffit d'aller sur leur site, arpce.dz. Vous allez trouver tous les hébergeurs officiels du cloud. Il y en a une liste là-bas. Et ceux qui sont habilités à héberger. Cela veut dire que la RPCE vous garantit que l'hébergement qu'il veille à ce que l'hébergement soit en Algérie. C'est l'une des conditions. Les data centers sont en Algérie. Et il veille à ce que les données et les data centers soient dans les normes, avec toutes les normes de sécurité que doit installer l'hébergeur. Sinon, il y a un risque qu'on nous enlève l'agrément. Et nous avons, en tant qu'hébergeur, je parle de nous, d'Abex Technologies et les autres, et mes collègues aussi, ont signé des engagements vis-à-vis de l'autorité à pouvoir respecter ces normes-là. Très bien, très bien. Bien que je crois qu'au niveau de la RPCE, il y a une multitude de fournisseurs de cloud. Il y en a ceux qui le font pour leur business en privé, il y en a ceux qui le font en public. Donc, des agréments qui ont été effectués, établis pour les CSP, Cloud Service Provider, CSP, donc qui vont fournir le service au public. Aujourd'hui, l'une des questions qu'on se pose, c'est que on parle aussi de l'aspect de la connexion Internet, l'impact sur la connexion Internet. Il y a parmi ceux qui ont posé la question qui dit que quel est l'impact et la qualité du service sur l'utilisation professionnelle du cloud et quel est le risque associé. Donc, on parle toujours de la connectivité. Quel est l'impact de la connectivité aujourd'hui sur l'usage du cloud en Algérie? L'impact de la connectivité. Oui. Alors, la connectivité aujourd'hui, il faut se dire qu'on a l'opérateur historique, qui est Algérie Télécom, qui est celui avec le régime interco, qui pour les telcos et pour les hébergeurs comme nous, offre des services de connectivité avec tout ce qui est débit en upload et en download, qui nous permet d'avoir de l'accès illimité en termes, pas de bande passante, mais en termes de téléchargement. Mais on peut avoir jusqu'à 10 gigas, même plus que ça. Tout dépend des coûts. C'est vrai que le coût de la connexion reste toujours énorme, relativement par rapport à ce qui se passe, ce qui se fait à l'étranger. Mais on a dû l'essayer, nous, dans notre cloud Adex Technologies. Adex Cloud, la connexion est relativement stable. On a un SLA appréciable. Et aujourd'hui,
le métier du cloud commence à bien être ancré au niveau des autorités et surtout de l'opérateur historique qui fournit cette connectivité. On dépend tous de cela. Et il est vrai qu'aujourd'hui, si la connexion n'y est pas, l'accès au cloud ne peut pas y avoir. Mais la question que je vous pose aujourd'hui, c'est que après avoir eu la connexion sur l'Espagne avec Orval, je pense que nous avons à peu près 2,7 Tera de connectivité Internet. Les peerings sont en train de se mettre en place sur les 3 points d'Algérie. Et en plus, le fait d'héberger en Algérie va donner moins de connectivité à l'étranger et avoir des données en local, ce qui nous permet d'avoir une souveraineté sur certaines données. Et ça, c'est important d'aller vers ce concept en disant que se passe-t-il si vous hébergez vos données ailleurs et si demain, la France, ou X ou Y, hein, je dis comme ça, ou un autre pays décide de vous couper l'accès à travers Internet. Que se passe-t-il? Donc, il y a un problème de souveraineté. C'est important de le souligner, c'est pour ça qu'on est la grande tendance des clouds. Ce sont des clouds souverains qui font que quelque part les données sont hébergées en local. Ce n'est pas qu'une tendance algérienne, hein, c'est une tendance européenne, c'est une tendance chinoise, c'est une tendance américaine. Tout le monde parle de souveraineté de leur cloud, de souveraineté de leurs données et de souveraineté des données personnelles et surtout la sauvegarde des données personnelles. Maintenant, je rebondis à une question l'un des invités qui parle de la certification d'infrastructure sanitaire. Oui, il existe des normes de certification d'infrastructure sanitaire. Il existe aussi des normes de sécurité, notamment l'implémentation de la partie ISO 27001 et d'autres normes aussi qui sont mises en place. Les clouds des hébergeurs doivent aujourd'hui se conformer à cette certification. Et surtout sur les normes des data centers, d'accord. Et celui qui ne se conforme pas, notamment vers la partie tier 3, donc qui est importante. Mais le problème du tier 3 aujourd'hui, c'est la connectivité de l'énergie. Vous avez des sources d'énergie différentes, mais le minimum est de tier 2 comme data center et d'aller vers. Il se trouve qu'au niveau d'Adex Cloud, nous sommes dans la tendance d'aller vers la ISO 27001 en termes de sécurité. Nous sommes actuellement tier 2 en termes de data center, donc on va le certifier bientôt, mais une fois qu'on aura une autre source d'énergie, j'espère qu'on l'aura, on pourra aller vers une norme de tier 3. Donc on va être ready tier 3, une fois on pourra régler le problème de la connectivité d'énergie d'une seconde source externe au service cloud. Il y a une autre question, là on parle de la résilience des data centers. Voilà une question qui vient de l'un des participants, qui nous fait rappeler le cas d'OVH. Oui. Alors, moi, dans la sécurité, avant, il y avait Snowden, avant Snowden et après Snowden. Oui, exactement. Oui. Dans le cloud, il y a avant OVH et après OVH. Alors, il se trouve qu'il y a ce qu'on appelle des conditions d'utilisation, les CGU, que les cloud service providers parlent de conditions d'utilisation. Il faut se dire que les PRA, hein, le plan de reprise d'activité, ne dédouane pas les utilisateurs sur la mise en place des PRA. Vous louez un service sur un cloud, sur un hébergeur, et il y a un état de catastrophe naturelle. On fait quoi? Si aujourd'hui, nous avons, en tant que client, j'héberge sur un cloud, je dis j'ai besoin d'un serveur que je loue, et je dis en cas de catastrophe naturelle, voilà, je ne peux pas garantir, je peux garantir le fonctionnement des données en normes de sécurité, etc. Mais en cas de catastrophe naturelle ou cas de force majeure, je ne peux pas le garantir. Sauf il y a un service supplémentaire qui est inscrit, qui est le service de PRA de plan de reprise d'activité, ou bien le backup, ou bien un serveur redondant sur un autre site. Là, on haute disponibilité. La haute disponibilité. Faire la haute disponibilité. Aujourd'hui, il ne faut pas qu'on se dédouane du fait que le fait qu'on héberge chez un hébergeur, ça veut dire qu'on s'est débarrassé de toute la responsabilité. Mais non. En tant que DSI, je dois penser au backup de mes données. Je dois vraiment lire le contrat de backup de données. Je dois, si jamais il y a un désastre, penser au désastre, parce que nul n'est à l'abri d'un catastrophe majeure ni d'un désastre. Et à ce moment-là, les plans de reprise d'activité, plus les hautes disponibilités, doivent être vraiment mis sur la table avec un hébergeur. Donc, en dehors du fait qu'on a de l'agilité,
en dehors du fait qu'on transforme le CAPEX en OPEX, mais à un moment donné, il ne faut pas qu'on se dédouane en tant que propriétaire de cette haute disponibilité. D'accord? Et c'est là aujourd'hui attendez, il y a quelqu'un qui s'est connecté. D'accord. Donc voilà. Donc c'est dans cette euh, logique qu'on devrait réfléchir. Donc OVH, ce qui s'est passé, nous interpelle sur comment on doit faire la relation que nous avons avec notre héberge. Donc, si je comprends, je héberge, oui, et je dois toujours garantir un backup à mes données. Je prends le prendre en considération. Tout à fait. Donc, ou bien je le fais par mes moyens, ou bien j'achète un service de backup as a service auprès auprès du. Donc, on parle, il y a un participant qui a parlé, donc, mis à part de la résilience software, donc au niveau de la couche virtualisation, bien sûr, au niveau des data centers, des cloud providers, il y a toujours la résilience software via l'orchestration, l'implémentation et la gestion de l'infrastructure. L'invité, le participant parle d'autres résiliences, là, lorsqu'on en parle de solutions multi-cloud ou avoir multi-site. Donc, quelle est la valeur qu'on va pour attirer et par rapport à avoir des services multi-site pour les cloud service providers et quels sont les services qu'on pourrait tirer de cette architecture multi-site? Bien sûr, les architectures, il faut demander aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'il faut augmenter la résilience de cette façon. Un hébergeur aujourd'hui qui n'a qu'un seul site a de faibles chances de pouvoir offrir de la résilience de data center. Et aussi, d'ailleurs, c'est demandé, l'autorité de régulation demande d'avoir un deuxième site pour augmenter la résilience. Et avoir des multisites est intéressant. Il y en a même ceux qui hébergent même un backup sur un autre service provider. Donc, ils multiplient sa résilience en disant j'héberge chez quelqu'un et je fais le backup chez quelqu'un d'autre et je fais la connectivité. Et bien sûr, ça a un coût, mais c'est aussi augmenter la résilience au niveau des utilisateurs. Et le fait d'avoir des multisites, c'est ce qu'Adex Technologies compte faire dans les prochains investissements, c'est de faire beaucoup, de multiplier le nombre de data centers sur le territoire national pour augmenter cette résilience et avoir des plans de PRA, de haute disponibilité par rapport à des applications et surtout avoir des data centers de proximité. Parce que il faut se dire qu'à un moment donné, si on veut faire des backups, on va faire des VPN ou d'avoir du backup du disaster recovery service, donc il faut avoir une proximité de data center pour pouvoir avoir ces backups-là. Bien sûr, pour la haute disponibilité, il y a un calcul de coût, parce que vous augmentez, si vous passez pas par la ligne Internet, vous avez du MPLS, du spécialisé, et plus vous augmentez le nombre de kilométrages en termes de connectivité, plus le coût est élevé. Donc c'est dans ce contexte-là aujourd'hui qu'on essaie d'avoir la solution la plus optimale sur la haute disponibilité par rapport à. Très bien, très bien. Je rebondis juste par rapport à une question qui a été posée concernant la sécurité. Je crois qu'il y a aussi la sécurité as a service, ou bien ce qu'on appelle le firewall as a service. Oui. Donc aujourd'hui, je crois que les DSI peuvent avoir même de la sécurité as a service et implémenter des solutions de sécurité et de load balancing sur le cloud. Comment ça se passe? Est-ce que ça se fait lors de la réalisation de la virtualisation de leur cloud? Comment ça est implémenté? Quels sont les bénéfices qu'on pourrait tirer de cette approche? Alors, la sécurité as a service est beaucoup plus considérée chez nous comme étant du PAM. Parce que c'est une infrastructure, un réseau. En plus, c'est des contrats avec des éditeurs qui sont spécialisés dans la sécurité aussi, qui peuvent implémenter du firewall as a service, du load balancing as a service. Et le plus dur dans un cloud, c'est le PaaS. Parce que autant l'IAS est simple, parce que c'est l'infra qu'on met en place, relativement bien sûr, autant le SaaS est clair en termes de service, autant le PaaS est compliqué. Parce que c'est des contrats multi-éditeurs, c'est du service qu'on met en place. Et il suffit aujourd'hui de router par exemple, pour offrir du firewall service, de router tout le trafic sur le routeur que vous louez
au niveau ou du firewall qu'au niveau du cloud par des éditeurs. Il y a plusieurs éditeurs auxquels nous sommes en négociation de contrat avec eux. Et aussi sur notre plateforme aussi, pour pouvoir contrôler tout ça et pouvoir rediriger le trafic après sur l'entreprise ou bien sur les serveurs qui sont au niveau du data center. Et là, on peut tirer tout le bénéfice nécessaire par rapport à ça, parce que nous, on veille à ce que les mises à jour, l'été, tout ça soit d'une manière constante et permanente. Nous avons un SOC qui est établi au niveau d'ADEX technologiques, comme d'autres hébergeurs aussi le font, qui veille en permanence à la mise à jour de ces systèmes et qui sont en contrôle H24 en permanence sur ces systèmes-là. Donc, la nécessité d'avoir du firewall, de la sécurité as a service sur les clouds est très intéressante à partir du moment où il y a plus ou moins un dégagement de responsabilité sur ce qui peut être comme attaque et menace qui vient de l'extérieur et qui sont routées vers les clouds pour pouvoir appeler pour les autres. Très bien, très bien. Je me permets d'intervenir une dernière question, bien une réflexion. Aujourd'hui, je crois que l'Algérie est vers le digital, se lance sur le digital, et qui dit digitalisation dit souveraineté de données. Et je crois qu'aujourd'hui, les décideurs, on commence à sensibiliser les entreprises et les organismes à l'usage des données au niveau local et pour garantir la souveraineté des données. Quel est l'impact qu'il y a de cette politique sur l'usage du cloud? Alors, il faut se dire qu'il y a aujourd'hui actuellement une feuille de route qui a été mise en place par le gouvernement suite à le plan aujourd'hui de numérisation que le président de la République a mis en place. Et c'est la feuille de route cloud pour multiples raisons. La première raison, c'est la souveraineté des données. On ait nos contenus, nos données en Algérie, et ceci ne peut pas se faire s'il n'y a pas d'infrastructure qui puisse héberger ces données. La deuxième, c'est favoriser le trafic de données à l'intérieur du pays pour le mettre à notre local. Et là, c'est très important pour avoir les données en local, pour pouvoir diminuer les bandes passantes et diminuer les services nécessaires qui puissent aujourd'hui se faire en Algérie. Le troisième, c'est offrir de l'agilité à nos DSI de telle façon à réussir leur plan de transformation digitale d'une manière très rapide. Le quatrième, c'est diminuer le trafic de la bande passante dans l'international que nous payons énormément, que nous payons très cher. Donc, et là, c'est très important par rapport à ça. Et bien sûr, le dernier qui n'est pas les moindres, c'est l'émulation de tout un écosystème. Parce que les startups aujourd'hui, leur principal moteur, surtout la majorité, aiment plus le SaaS. Ils offrent des services à travers le SaaS. Aujourd'hui, offrir des plateformes, mettre en place des plateformes dans la partie SaaS, va donner un élan à l'écosystème et surtout à l'innovation et l'agilité. Il y a un dernier point qui est très important aussi, c'est l'exportation de services. Aujourd'hui, faire du cloud, c'est ne pas voir que l'Algérie, c'est aussi voir le territoire. On parle de souveraineté des données, mais on parle de souveraineté africaine des données. On parle de souveraineté européenne, de data center de souveraineté européenne. Et avec Azleka, avec tout ce qui se passe au niveau de l'Union européenne, on va bientôt parler de souveraineté de données africaine. Et là, il faut occuper les espaces, il faut avoir ces infrastructures. Vu aujourd'hui l'infrastructure fibre optique qui passe en Algérie, et le pays continue en mouvement, je pense qu'aujourd'hui, le data center, c'est quelque chose que nous pouvons prendre comme un vrai élan économique, surtout en termes de consommation énergétique. Ça pourrait faire nous réduire beaucoup de consommation énergétique avec des clouds, des green clouds, avec tout ça. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de chemin pour le data center. Donc, je crois qu'il y a d'autres questions. Je ne sais pas si on pourra le temps à répondre à tout ce que demandent les participants. Donc, pourquoi pas une offre pairing AT pour les CSP au lieu de facturer les coûts d'interconnexion classique? Je suis d'accord avec vous. C'est quelque chose qu'on se bat. Mais je pense qu'aujourd'hui, le problème qui se pose au niveau d'Algérie Télécom, pas le problème, c'est toujours l'incompréhension. Algérie Télécom nous dit toujours, dites-nous des solutions, peut-être qu'on peut trouver
des solutions ensemble. Moi, je suis pour l'ouverture de la connexion directement, du peering directement. Moi, je suis pour l'ouverture, pourquoi pas, mais ça reste un domaine de souveraineté de l'État. Donc, et je pense aujourd'hui, à travers le fait qu'on a déjà eu des acquis d'Algérie Télécom l'année passée sur la diminution des tarifs d'interco, et je pense qu'on va avoir plus d'acquis avec plus d'hébergeurs, plus de services disponibles. Je pense qu'on doit apprendre ensemble comment réagir, et je pense qu'on peut aller dans un bon chemin. Mais nous devons être force de proposition, nous devons améliorer nos services à travers des user experience, à travers après des cases que nous faisons, et nous devons les remonter. Nous ne devons pas être uniquement des gens qui réclament. Nous devons avoir des forces de proposition. Bien sûr, nous sommes des hébergeurs. Il faut peut-être aujourd'hui être des fournisseurs d'accès Internet pour pouvoir à la fois offrir et l'hébergement et le transport, qui se fait de manière globale un peu par ailleurs, le cas d'OVH, le cas d'autres, etc. Je pense qu'on pourra aller dans ce sens-là. Mais l'amélioration, elle ne peut qu'être bonne à partir du moment où la volonté politique, elle est là. La volonté d'Algérie Télécom, qui aujourd'hui, elle est là parce qu'elle l'affiche, elle le dit clairement, qu'on s'assoit, qu'on en parle, qu'on discute. Et je pense qu'on pourra aller dans le bon sens. Ah, on prendra une dernière question, parce que là, on est presque arrivé. Donc, il y a un expert parmi nos participants, voilà, donc, qui nous parle du CDN et du Edge Cloud Computing. Donc, quelle est la roadmap qu'on doit prendre par rapport au Edge Computing et est-ce qu'on pourra tirer profit de cette Ah oui, architecture alors? ah oui, ben, le edge computing déjà, la 5G c'est du edge computing Ouais. ready. Donc nous on parle Les de opérateurs 4G+, pendant le rêve. la délocalisation des services et la décentralisation. C'est pour ça que je parlais de data center de proximité. Je Exactement. parlais de data center de proximité parce qu'à un moment donné, les temps de latence, il faut les diminuer. Et le service aux citoyens ou aux utilisateurs ou aux entreprises doit être très rapide, avec des proxys qui sont mis en place à l'intérieur des edge. Et bien sûr, vous savez, le monde entier se virtualise. Donc, la virtualisation, les software defined, les exactement. edge aujourd'hui sont d'actualité. Et c'est pour ça que la politique d'encouragement des data centers délocalisés à travers tout le territoire national ne peut être que bénéfice. Et là, tu parlais de multisite. Voilà. Moi, je parlais d'edge computing. Et le telco, quand il sera lié au cloud, avec des hébergeurs, on ne peut avoir qu'un meilleur service de proximité. Oui, enfin, ça va créer une synergie entre les CSP et les opérateurs. Tout à fait. Donc, les CSP pourront offrir leur infrastructure pour permettre aux opérateurs déjà par l'usage du edge computing et garantir l'information le plus rapidement possible, la plus proche via l'usage de cette infrastructure des edge computing. Donc, je crois que on est arrivé au bout de notre webinaire, voilà, en termes. Surtout qu'il y a un couvre-feu. Oui, donc voilà. Donc, j'espère que c'était vraiment créatif pour tout le monde. Moi, je vais dormir moins bête aujourd'hui. Je vous remercie, monsieur Salim Jawed Adlel, pour votre allocution et votre informations que vous venez de nous dire sur toutes les approches qu'on a discutées. On m'en a parlé de l'impact, de l'agilité, de la tendance, de l'usage, des services. Donc, espérons qu'on a répondu à quelques questions et quelques informations qui vous étaient nécessaires. Donc, on vous remercie déjà. Et la série continue toujours et je vais donner la parole. Il serait bien de rappeler, on va laisser la parole à Madame Halila pour clôturer l'événement. Je pense qu'il y a un autre événement qui va venir, c'est Oui. réussir sa transformation digitale, je pense, avec des experts. Très bien, très bien. Donc, moi, je remercie tout le monde pour être venu dans cet événement. Et donc, je remercie Madame Bouhalila d'avoir organisé cet événement. C'est un réel plaisir pour moi de pouvoir un peu animer cette conférence. Je pense que plaisir je vais m'habituer. Je vais revenir souvent, on va parler souvent de thématiques. Je pense qu'avec toi, la prochaine fois, on va parler de DevOps. Oui. On va généraliser le concept du DevOps. Oui. Et là, je pense qu'on vous donne rendez-vous pour la partie DevOps, Inch'Allah, juste avant les Eid. Oui. Juste avant les Eid. Mais entre-temps, il y aura d'autres événements qui vont en parler. Il y aura d'autres événements. Jeudi, déjà, il y a un autre webinaire. Oui, très bien.
Donc, Et là, ce sera un autre expert, une autre experte, c'est voilà, Madame ce sera Madame Deramchi et Monsieur Rodvani. Rodvani Nous pour présenterons aussi la transformation la digitale, le transformation process, digitale. etc. Donc, ça sera sur le Là, c'est thème de la beaucoup plus transformation managérial. digitale. que ce- Tout à Voilà. fait. Voilà. Et bien sûr, il y aura, ce n'est que le début d'une longue série de webinaires et de présentations fructueuses Voilà. autour de la digitalisation, de la virtualisation, vu que c'est à l'ère du temps. Voilà. Merci, Merci à beaucoup. vous. Merci à Je vous. vous remercie aussi pour Passez. votre présence. Et pour tous vos votre messages en attention. privé et Ouais. en public. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et pour cette question-là. Merci infiniment. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Salam alaikum. Au revoir. Au revoir.